Effectivement, on continue cette émission avec Pierre tout de suite et qui va s'intéresser à Cannes puisque le festival de Cannes commence ce soir. Ce soir exactement. Vous le savez, alors c'est un festival qui a connu des éditions assez emblématiques et la plus fameuse, c'est certainement celle de 1968 dont j'avais envie un peu de vous parler aujourd'hui. Alors le festival de Cannes, vous le savez, il a lieu en mai et en mai 68 en France, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, vous savez à peu près ce qui se passe. Voilà, il y a des manifestations étudiantes de grande ampleur dans toutes les grandes villes. Mais bon, Cannes n'est pas une grande ville et il n'y a même pas une université. L'université la plus proche, c'est celle de Nice qui a 2 heures de route. Donc a priori, Cannes ne devrait pas trop être touché par ce qui se passe en mai 68. Oui, mais voilà, depuis quelques années, il y a une poignée de réalisateurs français qui entendent bien changer, dépoussiérer le cinéma français, le cinéma de papa comme ils l'appellent. Ils s'appellent Truffaut, Godard ou Chris Marker. Ils sont jeunes, ils filment dans la rue, loin des studios. On appelle ça la nouvelle vague. Alors les réalisateurs de la nouvelle vague veulent réconcilier le cinéma avec les vrais problèmes des vrais Français et démystifier le cinéma. Alors c'est bien de faire des films, mais c'est pas encore ce qui va régler les problèmes de société, disent-ils. Or en 1968, Henri Langlois, le fondateur de la Cinémathèque française, qui a pour objectif la préservation et la restauration de la diffusion d'œuvres du patrimoine cinématographique, Henri Langlois, amoureux fou du cinéma, mais mauvais administrateur, est démis de ses fonctions par le ministre de la Culture André Malraux, proche de De Gaulle, très fortement contesté en 68, et qui nomme le critique Pierre Barbin pour le représenter. Ce qui provoque un tollé de la part de nombreux réalisateurs, notamment les réalisateurs de Nouvelle Vague. Et en même temps, du calme, Pierre. Je te sens énervé. Je suis énervé. Il y a les manifestations étudiantes en même temps et en plein festival de Cannes. Alors pour les réalisateurs de la Nouvelle Vague, Godard, Truffaut, Lelouch, Costa Gavras et leurs amis étrangers, Milos Forman, Roman Polanski, impossible de continuer le festival. Alors dans un chaos complètement total, ils convoquent une conférence de presse à l'insu de l'administration du festival et voilà Allez, vas-y, qu'on y doucement. entend. Voilà. Voilà, c'est une vidéo d'époque. De Monsieur Barclay dans la foule qui se dirigeait le samedi matin vers la salle Jean Cocteau, donc la petite salle du Palais, à la conférence de presse organisée par le comité de défense de la Cinémathèque. Alors je vais vous lire une motion qui a été rédigée cette nuit à l'école de Vaugirard. C'est François Truffaut qui parle. Par un ensemble de cinéastes et techniciens français. L'Assemblée d'information et d'action du cinéma français, rassemblant le 17 mai 1968 plus de 1000 professionnels réunis à l'École nationale de photographie et de cinématographie de la rue de Vaugirard, investi par ses élèves depuis le 15 mai 1968, demande à tous les réalisateurs, producteurs, distributeurs, acteurs, journalistes, membres du jury présents à Cannes, de s'opposer en collaboration avec leurs homologues étrangers par les moyens qui leur sont propres à la continuation du festival, afin de montrer leur solidarité avec les travailleurs et étudiants en grève, de protester contre la répression policière et d'exprimer par là leur volonté de contester le pouvoir police et les structures actuelles de l'industrie cinématographique. C'est signé les États généraux du cinéma français. Milos Forman, tchèque, présenté au feu les pompiers. On demande tous les problèmes, je comprends une chose qu'il faut que je retire mon film de compétition. Bravo. Entre-temps, Alain René avait pu téléphoner pour signaler que bloqué par la grève à Lyon, il retournait à Paris avec son film. Je passe la parole à Claude Lelouch. Bien, je retire les Gauloises bleues et très chaud en France. Bravo. Les gens permanents. Un comité de réforme du cinéma, tout. Oui, moi je ne sais pas. Un comité immédiat. Ce que je crois quand même, c'est que tout ce qui est un peu digne et important s'arrête en France. Et je ne sais pas sous quelle forme il faut le faire, mais je sais que cet après-midi ou ce soir, on doit annoncer dans ce qui reste de l'information, puisque les journaux ne sont plus acheminés. Mais il faut que les radios au moins annoncent que le Festival de Cannes est arrêté. Ou si on n'annonce pas qu'il est arrêté, il faut qu'il soit considérablement transformé pour que l'information soit nette et précise. Parce que vu de l'extérieur, le Festival de Cannes, c'est quand même... Vous savez ce que c'est, voilà. C'est la réception de cette nuit de M. Barclay, je veux dire. Et ça, il faut que les gens comprennent bien que ça s'est arrêté. Ça, alors, vrai. La forme est à trouver, mais à mon avis, la forme, c'était quand même à l'extérieur de ce bâtiment. Vous voulez arrêter les festivals, mais si vous voulez continuer les projections, qui saura que le festival s'est arrêté? Déjà, très peu de gens sauront en France que le festival était arrêté, parce que les gens s'en foutent du festival. La radio donne des nouvelles. Heure par heure, on annonce que des usines sont occupées, que telle et telle ferme, que le train ne marche plus, maintenant ça va être les métros, les bus.
Alors si on annonce toutes les heures et le festival de Cannes continue, eh bien c'est franchement ridicule. Nous demandons à nos 3 camarades qui font partie du jury d'en envoyer un en délégation, ramener les autres ici. Vous avez une mitraillette? L'assistance alors va décider de quitter la salle Jean Cocteau et d'aller occuper la grande salle où la foule devient de plus en plus nombreuse. Donc, ils vont tous vers la grande salle et puis ils vont rassembler tout le monde, y compris ceux qui veulent que le festival continue. Il n'y a pas un seul film Godard qui montre des problèmes ouvriers ou étudiants tels qu'ils se passent aujourd'hui. Il n'y en a pas un seul, qu'il soit fait par Forman, par moi, par Polanski, par François, il n'y en a pas. Nous sommes en retard. Nos camarades étudiants nous ont donné l'exemple en se faisant casser la figure il y a une semaine. Il ne s'agit pas ici de continuer ou de ne pas continuer à voir des films. Pour l'instant, il est évident que nous devons projeter et voir le plus de films possible et que c'est là notre but. Aujourd'hui ou demain, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de manifester avec un retard d'1 semaine et demie la solidarité du cinéma sur les mouvements étudiants et ouvriers qui se passent en France. Je souhaite que le festival s'arrête. Oui, mais... Je vous parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez travelling et gros plans. Vous êtes Une des répliques les plus connues de Godard. Nous avons décidé que nous avons décidé que le comité de défense de la Cinémathèque française va s'occuper désormais de défendre les intérêts des artistes au Festival de Cannes, si bien que cela me permet de vous donner les noms des gens à qui les autorités du Festival de Cannes ou à qui les journalistes du Festival de Cannes, les délégués des pays étrangers pourront avoir affaire pour tout renseignement concernant notre action au Festival de Cannes pendant les 8 jours qui restent. Nous nous demandons quel est le rapport de cette association avec le fait qu'ici, par votre faute, par la faute de la minorité, nous ne pouvons pas voir les films que nous voulions voir ici. C'est un spectateur qui prend le micro. La Cinémathèque a été fermée pendant 1 mois et pendant 1 mois, on ne pouvait pas non plus voir les films qu'on souhaitait voir et maintenant, on les verra. D'autre part, quand le comité de défense de la Cinémathèque française a été créé, il a engendré, comme toujours, une espèce de contre-comité, ou du moins une autre association à laquelle je vous propose de vous adresser et qui est représentée ici à Cannes, c'est l'association des amis de Pierre Barbin. C'est vrai. Je propose que le comité de défense de la Cinémathèque française devienne le comité de défense du cinéma français. C'est Costa Gavras. Alors je vais vous lire un petit communiqué. Donc là, ils ont convoqué Favre Lebray, le directeur du festival. Ne permettant pas d'assurer les projections dans des conditions normales, le conseil d'administration du Festival international du film décide d'arrêter le festival et s'excuse de cette situation vis-à-vis des participants étrangers. Le conseil décide à l'unanimité de déclarer clos le 21e Festival international du film ce dimanche 19 mai à 12h. Bravo. Et voilà, les dés sont jetés. Y aura-t-il un festival du cinéma à Cannes l'année prochaine? Donc oui, il y aura un festival de Cannes l'année prochaine, puisque c'est un reportage. D'accord. Vous avez remarqué, il y a un monsieur Bravo. Oui, bravo. Félicitations, bravo. Mais c'est autre chose que les soi-disant clash qu'il y a dans les émissions de télé aujourd'hui et qui font un pseudo buzz là sur internet. On voit tout le temps clash entre ceci, cela. Là, c'est un vrai clash, hein, parce que là, ça rigolait plus. Personne ne voulait annuler, en tout cas du côté de l'administration, le festival, mais une poignée de réalisateurs ont décidé, en protestation contre Malraux, contre la Cinémathèque, et aussi donc pour se rapprocher des mouvements étudiants, d'arrêter le festival, et ils ont forcé le directeur du festival, donc Robert Favre Lebray, à clore le festival. Tout ça, ça a duré une journée, qui était une journée complètement folle, où les gens comprenaient rien. Ils avaient convoqué tout le monde dans la grande salle. Il y a eu des gens qui râlaient parce que les gens étaient là. Il y avait quand même des personnes qui ont fait le déplacement, et à l'époque faire le déplacement c'était quand même quelque chose pour voir des films, hein, voilà.
Mais en même temps, c'était important pour le réalisateur et parce que le Festival de Cannes, ça reste quand même quelque chose qui est très touché par l'actualité. C'est un événement qui n'est pas qu'un événement culturel, c'est vraiment un événement politique important. Donc, Aussi, oui. Donc voilà, et ce que je trouve vraiment fascinant dans cette vidéo, c'est que tous les gens qu'on a entendus, c'est des gens qui ont entre 25 et 30 ans. Truffaut, Godard est un tout petit peu plus âgé, Polanski, il a même pas 23 ans à cette époque-là. Voilà, c'est des gens qui vont avoir une carrière extraordinaire par la suite. Polanski, il débute sa carrière. Il y a Milos Forman, par exemple, qu'on connaît pas du tout, qui a présenté au Feu les Pompiers cette année-là, qui était un petit film, qui plus tard va réaliser Vol au-dessus d'un nid de coucou, qui plus tard va réaliser Amadeus quand il va tourner à Hollywood. Enfin, il y a plein, tout le cinéma d'après les années 60 est présent à ce moment-là et fait un peu sa révolution. Costa Gavras aussi, tout ça assez... Un des nombreux, ils font partie des nombreux révolutionnaires qui ont construit, pseudo-révolutionnaires qui ont construit leur carrière et leur fortune sur les barricades de mai 68. Peut-être, ou en tout cas, ça symbolise assez bien il a lancé un pavé, là. Ce qu'on appelle la nouvelle vague. La nouvelle vague, c'est la manière d'être contre le cinéma qu'on faisait avant. Et effectivement, même ne serait-ce que formellement, les cinémas de ces réalisateurs sont très différents des cinémas avant. On parle de nouvelle vague en France, à Hollywood, on peut parler du nouvel Hollywood. Enfin, le cinéma a complètement changé après 1968 et 1969 en France. Et c'est pas un hasard, c'est fortement lié aux manifestations étudiantes et politiques qui sont passées donc à ces périodes-là. En 1968. 1968, voilà, et 1969... 1967 aux États-Unis. Mais le Festival de Cannes est souvent aussi politisé, ne serait-ce que par les films qu'ils projettent et par les choix. Ils ont souvent le scandale choisi, a toujours fait partie des choses importantes de Cannes. Cannes, c'est trois choses, c'est le cinéma, c'est le glamour et c'est le scandale. C'est pas pour rien qu'on faisait venir Lars von Trier, l'excommunication qui a été faite sur ce réalisateur donc l'année dernière au Festival de Cannes. Voilà, c'est pas un hasard tout ça, la polémique, etc. Ça fait partie du festival. C'est pour qu'on en parle, c'est un festival médiatique aussi. C'est ça. Voilà. Donc voilà. Qui est mondial, donc. Mais il s'est jamais rien passé d'aussi important que ce qui s'est passé donc en 1968. Voilà, merci pour cette page de l'histoire du Festival de Cannes. On va repasser à maintenant quelque chose de plus classique, une critique ciné. Je suis aussi allé au cinéma cette semaine, je n'ai pas fait que voir des vidéos sur YouTube. Je suis aussi allé voir La Voix de l'ennemi, le plus ou moins remake par Rachid Bouchareb du film de José Giovanni, Deux hommes dans la ville, un film qui était avec Gabin et Delon. Alors si on exclut Little Sénégal, qui se passait en partie à Harlem, et le deuxième film tourné en Amérique avec des acteurs américains, du réalisateur franco-américain d'Indigène, après Just Like a Woman, sorti en France donc directement sur Arte en 2012. Ah, il est franco-américain Non, c'est son deuxième film franco-américain. Ah, d'accord. Voilà, autant pour moi. C'est donc son deuxième film franco-américain. Rachid Bouchareb est franco-algérien. Alors il a longtemps parlé de faire une trilogie américaine. Alors peut-être que ce film en fait partie, peut-être pas, peu importe d'ailleurs. Alors attention, précision d'emblée, il s'agit d'un film français ou franco-algérien tourné en Amérique et non pas d'un film américain tourné par un français ou un franco-algérien. C'est-à-dire, il ne faut pas mettre ce film dans la même boîte que Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry ou un film d'Alexandre Aja par exemple. Hormis le fait qu'on est face à des genres différents, il faut rappeler que ces films-là visent un public américain, tandis que le film de Rachid Bouchareb, tout comme Zulu de Jérôme Salle, dont j'avais parlé en début d'année, et que tu n'avais pas trop aimé non plus. Que j'avais pas trop aimé non plus et qui contenait aussi Forest Whitaker dans son casting, vise un public européen. Sauf que Jérôme Salle, qui a réalisé auparavant les James Bondiens Largo Winch, est très inspiré, les mauvaises langues diront même contaminé, par le cinéma américain. Ce qui fait que formellement, sa manière d'écrire les dialogues, de filmer, de mettre en scène les scènes d'action ou de présenter les personnages, mais surtout dans le montage qui est bien plus frénétique que le cinéma communément appelé à l'européenne, Zulu a presque l'air d'un film américain. Tandis que La Voix de l'ennemi fait vraiment, voire trop film à l'européenne. Il cumule les clichés du film d'auteur à la française, ou à l'européenne en général, comme s'il souhaitait nous convaincre que même s'il tourne aux États-Unis, il fait pas un film américain. Entendez par là longs plans qui sont parfois très contemplatifs, c'est vrai que les paysages du Nouveau-Mexique sont plutôt beaux, même si à d'autres moments on se demande si le monteur n'a pas oublié d'appuyer sur cut ou de couper un peu certains plans. Des plans qui durent souvent plus longtemps que l'action que le plan est censé montrer, alors c'est parfois très bien, ça peut donner un peu une atmosphère au film, mais la plupart du temps c'est juste long sans qu'on sache vraiment bien pourquoi. Et puis c'est pareil pour l'histoire. Alors c'est comme dans Deux hommes dans la ville, c'est l'histoire d'un détenu en réinsertion, libéré en conditionnel après 18 ans de prison pour meurtre, qui se lie plus ou moins d'amitié avec son officier de probation, ici joué par une femme, Emily Smith, très bien interprétée d'ailleurs quand même par Brenda Betlin, alors qu'un shérif, Bill Agati, qui ne comprend pas vraiment comment est-ce qu'on peut être libéré après un meurtre, va le faire payer, ou veut le faire payer, pour la mort de son adjoint. Alors l'histoire est intéressante, les personnages sont très intéressants, comme William Garnett, le détenu qui porte tous les jours un complet, le même que Delon d'ailleurs dans le film de Giovanni. Il a l'air très sérieux, très carré, très gentil, il essaye de contrôler ses pulsions alors que tout va contre lui. Forest Whitaker interprète ce rôle d'ailleurs plutôt bien.
même s'il nous fait quand même du Forest Whitaker classique. Il n'y a pas beaucoup de différence entre l'interprétation qu'il faisait dans son personnage pourtant très différent dans Zulu. Alors le shérif, qui n'est pas intrinsèquement méchant, au contraire, c'est plutôt un shérif exemplaire. On le voit sauver des migrants mexicains illégaux pris sous les filets d'une espèce de milice américaine nationaliste, sauf qu'il est nourri par la colère et la volonté de vengeance. En plus, ce rôle est porté par Harvey Keitel, qui est très différent que dans d'autres rôles colériques qu'il avait interprétés précédemment, dans Bad Lieutenant ou Reservoir Dogs par exemple, mais il nous montre qu'il est à nouveau vraiment un très bon acteur. Alors, le postulat de départ est très intéressant, le film commence pas mal, des bons personnages, un cadre de western contemporain, un comté du Nouveau-Mexique à la frontière mexicaine. Sauf que le problème, c'est qu'il se passe pas grand chose. Le problème, c'est qu'il se passe pas grand chose. Bois un coup, voilà. Il n'y a pas de vrai climax, il n'y a pas vraiment de point de non-retour, de moment où on est complètement pris par l'intrigue, à part peut-être vers la fin, et encore, c'est loin d'avoir la force justement de la fin de Deux hommes dans la ville. Ça ressemble plus au premier épisode d'une série, avec une mise en place qui dure des plombes et un cliffhanger de fin qui donne envie de voir la suite, sauf qu'il n'y a pas de suite. Ici, c'est bête. Voilà, c'est bête. Et puis on la devine un peu la suite quand même. Ici la fin on la devine donc, c'est la mise en scène est tellement fade qu'elle ne nous touche pas vraiment. On se dit juste, bon, ok. On est loin d'avoir des frissons ou des larmes aux yeux à la fin. Et puis, il y a beaucoup d'effets de scénario. Des personnages avec comme ça des caractéristiques particulières mais qui en fin de compte ne sont pas vraiment importantes. Par exemple, le personnage de William Garnett s'est converti à l'islam. Il devient musulman très pratiquant, il fait la prière et les ablutions chaque jour. On le voit rencontrer un imam en prison, parler de sa religion avec sa nouvelle petite amie, il lit des livres sur l'islam. Alors ça traverse tout le film, mais ça n'impacte jamais vraiment. Du coup, pour moi, ça se résume plus à de l'effet de scénario, rajouter aux personnages une caractéristique supplémentaire pour les rendre plus complexes, mais ça reste très artificiel et en fait, ils sont faussement complexes. Mais le pire, c'est avec Emily, donc l'officier de probation. Tous les soirs, elle se met sur son porche et elle écoute de vieilles musiques françaises. Alors là, franchement, autant ce personnage est vraiment intéressant, autant le gros néon film français qui clignote au-dessus de ces séquences m'insupporte au plus haut point. Voilà, tu fais super bien le néon. Ouais, je fais super bien le néon. Là, parce qu'on le voit pas parce qu'on est en radio, mais là, c'était... Je suis un très bon néon. C'était limite flippant. Et le pire, ça reste quand même le méchant mexicain. Parce que dans le genre de situation qu'on connaît par cœur, celle-là est vraiment pas mal. En effet, un ancien pote de braquage de William veut qu'ils continuent à faire des coups ensemble. Mais bien entendu, William ne veut pas, et du coup, son pote mexicain se fâche. Trame scénaristique totalement inconnue dans ce genre de film. Ça, on n'a jamais vu, ça c'est vraiment Mexicain ultra méchant. original. Je suis surpris. Non mais le vieux pote qui veut absolument qu'il reprenne du service alors que lui veut raccrocher. On n'a jamais vu ça. Ouais. Et en plus, quelle idée il a eu de faire des coups avec ce type. Ça se voit à 300 km que c'est un méchant. Alors il est joué par Luis Guzman. Danny Trejo, Non, Luis Guzman, mais c'est presque Danny Trejo. Machete. Qui est un bon acteur, mais tout le monde le connaît. Luis Guzman, peut-être pas son nom, mais si vous voyez sa tête, vous le connaissez forcément, puisqu'il joue le méchant mexicain le plus commun de l'histoire du cinéma américain. Il joue un méchant mexicain dans Scarface, dans L'Impasse, dans Trafic, dans L'Attraque du métro 123, ou encore dans Le Dernier Rempart, plus récemment. Ah, je crois que je vois qui c'est. Voilà, donc il a une tête de mexicain petit. Ah, je le savais. Bref, malheureusement pour lui, même s'il le fait très bien, Luis Guzman, dans ce type de rôle, c'est un stéréotype à lui tout seul. Bref, c'est un film qui, sur le papier, s'annonçait bien, quelques bonnes idées, des personnages assez bien travaillés, même si quelques éléments restent artificiels, un beau décor, un réalisateur pas trop mauvais, c'est pas un maître absolu, mais il a signé quelques films plutôt réussis, des bons acteurs, mais un mauvais film, victime d'une histoire riche en temps mort et jamais compensée par une mise en scène particulièrement fulgurante. En gros, on s'ennuie beaucoup et on reste sur sa fin. C'est le dommage du mois. Voilà. Dommage. Dommage. Une note pour le dommage du mois. Dommage du mois, il a un 3,5 sur 10. Ouh, la vache. Oh là, c'est une des pires notes que t'as jamais donné. Non, là, c'est pas un dommage collatéral, là, c'est... Là, c'est non, mais franchement, j'étais très très déçu. Je pense que si je m'attendais à moins bien, j'aurais mis une mauvaise note, mais je m'attendais à bien parce qu'il y avait toutes les matières à faire un film plutôt sympa avec une ambiance. Mais il arrive même pas à mettre une ambiance alors qu'il y a tout, quoi. Ça se passe au Nouveau-Mexique, dans le désert, il y a Harvey Keitel, ils ont des habits de shérif, enfin il y a moyen de faire quelque chose quand même. Eh ben non, c'est raté. Même les situations plus ou moins intéressantes, c'est des trucs qu'on a déjà vu des milliards de fois. Et voilà, la semaine dernière tu regardais un super film et là c'est comme ça, on peut pas que voir des bons films. Ah là là, il faut un peu de tout pour faire un monde, exactement. C'était magnifique. C'était et comme la quoi doctrine du jour. C'est important de rappeler aussi que des fois c'est galère quoi d'aller voir des films au cinéma. Les gens doivent se dire ouais franchement ils ont du bol. Bah non, des fois on voit des films pourris quoi. C'est pas rigolo. Voilà. C'est ça. C'est pas facile tous les jours. Spider-Man 2, c'était ça.